détenez, vous le président, que détient le ministère public, que détient quasiment tous les membres de la composition. L'arme a fait. Ça s'appelle, par sa nature, par son type, par sa catégorie, l'arme par nature. Il y a les armes par destination. Ce sont des armes conçues, non pas pour tuer, non pas non plus pour menacer, mais qu'ils deviennent par l'usage qu'on en fait. Qu'ils deviennent par l'usage qu'on en fait. Et dans la troisième catégorie, il y a les armes par assimilation. Les armes par assimilation n'ont pas pour d'origine de tuer, de menacer. Mais ils sont assimilés aux armes par nature. Ils sont assimilés aux armes par destination au regard de leur but. Quel en était le but d'une arme par assimilation? C'est de faire naître la perception dans le chef de la victime qu'il s'agissait d'une arme. C'est de faire naître les mêmes effets qu'aurait dû produire une arme réelle, qu'aurait dû produire une arme par destination, afin de permettre au bourreau d'obtenir ce de quoi il avait besoin. Parce que le bourreau considère que sa victime aura une réaction normale dans sa conscience humaine en considérant que ce jouet-là va me tuer. Il ne pouvait pas faire le distinguo. Parce que la mission principale du porteur ou de la porteuse de cette dame, c'était d'inculquer cette paire-là, qu'aurait dû inculquer aussi une arme réelle. C'était d'inculquer cette menace-là, qu'aurait dû inculquer l'arme réelle, afin de réaliser sa forfaiture. Tout au long de cette instruction, à la question du tribunal, posée à la prévenue Porsche, pourquoi avez-vous utilisé ces jouets? Il dit, c'est pour les faire peur. Voilà. C'est pour faire peur à sa victime. Donc la prévenue Porsche, en allant acheter ces jouets, il savait quels sont les effets que ces jouets produiraient dans la conscience de sa victime. C'était ça, sa démarche. Sinon, elle viendrait avec un petit fouet. Parce qu'elle avait conçu son entreprise criminelle. Parce qu'elle avait considéré que pour que celle-ci réussisse, il lui fallait qu'elle soit porteuse de quelque chose d'effrayant, mais d'effrayant assez solide, qui ne devait être autre qu'une arme, fût-il par assimilation. C'était ça son but, monsieur le président. Et elle vous en a parlé, affirmé et attesté. Exploitons dans les domaines. Maintenant, la question des droits, la deuxième question des droits qui se pose, c'est quelles sont les conséquences juridiques attachées à une arme techniquement appelée factice? Quelles sont les conséquences juridiques lorsque l'infraction a été commise à l'aide d'une arme factice? Tout esprit ou sinon intention. Monsieur le Président, la réponse juridique est sans équivoque. La peine découlant d'une infraction commise à l'aide d'une arme factice demeure la même que celle générée par une infraction commise avec une arme réelle. Parce que sur le plan intentionnel, il n'est pas possible de considérer, de distinguer les effets qu'a produit cette arme à l'égard de sa victime, que ces effets pourraient être différents de celui
de ceux qui auraient dû produire une arme réelle. Non, les effets sont les mêmes, le but est identique. C'est pourquoi le législateur considère que même dans les cas sous examen, la peine demeure la même. Ainsi, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, faisant votre cet argumentaire juridique, nous osons croire et l'espérons ainsi que votre décision sanctionnera ces comportements de la même façon que vous l'aurez dû sanctionner si jamais il y avait une arme réelle. Disons à ce point, et nous avions clôturé ces moyens qui avaient été soulevés. Parlons-en, ou revenons-en cette fois-ci aux choses sérieuses, en parlant notamment de la prévention du terrorisme. Monsieur le Président, nous n'allons pas longtemps nous atteler sur toutes ces préventions parce que le ministère public en a de manière très limpide et savante explicité dans son résumé, et nous osons croire, connaissant sa rigueur scientifique, qu'il réitérera davantage. Mais cependant, Monsieur le Président, parce que notre sort est lié à l'établissement de cette prévention, permettez-nous quand même d'en faire quelques observations de droit. Du terrorisme. Le terrorisme est défini comme étant un bon nombre des infractions mises à sa charge. Ça, c'est l'article donné. Monsieur le Président, nous disâmes tantôt que l'infraction de terrorisme a comme assiette légale l'article 157, 158 de la loi numéro 024-0-2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal et militaire congolais, qui dispose que constituent des actes du terrorisme lorsqu'ils sont en relation avec une entreprise individuelle, collective, dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation, la terreur et les infractions suivantes: atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique de la personne, l'enlèvement et la séquestration de la personne, ainsi que le détournement d'aéroports, d'aéronefs, de navires ou de tout autre moyen de transport, les vols, la destruction, la dégradation, la détériorisation, la fabrication, j'en passe, Monsieur le Président. À la lecture de cette disposition légale, il s'en découle que pour être constitué, l'élément matériel de l'infraction du terrorisme doit comporter en son sein des actes considérés comme infractionnels. Parmi les actes considérés comme infractionnels, il y a notamment les vols,
Il y a notamment l'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des personnes. Il y a notamment l'extorsion. Il y a notamment la détention d'une arme. Monsieur le Président, Monsieur les membres de la composition, Monsieur l'organe de la loi, dans le cas sous examen, la prévenue Porsche est allée s'infiltrer, s'introduire dans l'enceinte de l'agence de la Rabobank. Elle a troublé l'ordre qui y était installé. Et si, ceci de manière grave. Elle était porteuse d'une arme telle que définie dans ces différents types. La prévenue Porsche a volé l'argent appartenant à la Rabobank. La prévenue Porsche a porté atteinte à la vie ou à l'intégrité physique des agents de la banque, de ses clients, ainsi que de tous les personnels se trouvant au lieu du crime. La prévenue Porsche a pris en otage les agents de la banque lorsqu'elle les a intimé l'ordre d'obéir et de se coucher à même le sol le temps qu'elle finisse à réaliser son entreprise criminelle. Les éléments matériels tels que voulus par la disposition légale visée aux moyens et au regard des actes posés par la prévenue sont établis en fait comme en droit. Vous avez également, Monsieur le Président, un autre élément. C'est la responsabilité de l'agent criminel. Sa responsabilité consiste à quoi? Sa responsabilité consiste dans sa détermination de commettre cet acte-là de terrorisme. Être déterminé. L'agent doit avoir développé une personnalité qui conclut à réaliser cet acte-là. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, la prévenue Porsche vous dit qu'elle n'avait plus d'autres alternatives que de commettre cet acte terroriste. Elle n'en avait plus d'autres, si ce n'est que perpétrer cet acte-là. Donc sa personnalité criminelle était déterminante. Et pour ce faire, elle a eu à mettre un bon nombre de matériel nécessaires à la commission de cet acte-là. Notamment, elle s'est payée depuis l'Allemagne les gants de Kaboul. Et arrivée en République démocratique du Congo, elle regarde parmi les instruments qui pourront le consolider, qui pourront la donner assez de garanties pour que cette fois-ci, ce coup ne puisse pas rater. Il regarde tous les instruments nécessaires, il dit non, je prends quelque chose de fort. Et lorsque la victime va être en face de cette chose-là, elle ne résistera pas. C'est ainsi qu'elle est allée payer une arme factice. C'est pour que le coup conçu ne puisse pas échouer. Parce que cette arme factice a des effets pervers tels que toute victime placée dans la même circonstance de temps et de lieu n'en résisterait pas.
À cet égard, Monsieur le Président, l'infraction du terrorisme est établie en fait comme en droit. Parlons-en de la prévention des vols à main armée. Les vols en soi, vous avez besoin d'en définir parce que vous en connaissez mieux que quiconque. L'élément matériel de cette prévention, c'est la soustraction frauduleuse d'un bien appartenant à autrui. Et que ce bien doit être susceptible d'être déplacé d'un lieu à un autre. Dans les cas sous examen, la prévenue Porsche a dépossédé la Rabobank des fonds lui appartenant pour s'en approprier. Et elle a reconnu qu'effectivement, je suis allé prendre cet argent sans le consentement du propriétaire qui est la Rabobank. Donc, sur l'élément matériel, cette infraction est établie. Quid de son intention? La prévenue Porsche n'avait autre chose que l'intention de nuire à autrui. Parce qu'elle savait pertinemment bien que ces biens dont elle voulait voler, ces biens dont elle s'est accaparée, ne lui appartiennent pas. Mais dans son bon gré, malgré tout, elle a résolu d'en devenir propriétaire au détriment des intérêts et des droits de la Rabobank. Sur ce point, Monsieur le Président, la prévention des vols est établie et elle sera aggravée du fait que ce vol a été commis à l'aide d'une arme. Et ceci constituant les circonstances aggravantes. Quant à la prévention d'association des malfaiteurs, point n'est besoin de passer en revue tous les contours de la littérature juridique de cette infraction. Mais il est tout simplement à noter que l'un des éléments clés de cette infraction-là, c'est la mise en place d'une entreprise criminelle. C'est de l'entente de mettre cette entreprise criminelle et d'aller opérer. Dans les cas sous examen, Monsieur le Président, Messieurs les membres de la composition, Messieurs l'organe de la loi, lorsque la prévenue Porsche a conçu son entreprise criminelle, et ne voulant pas la réaliser seule, elle est passée au recrutement des personnes qui devraient lui être indispensables dans la réalisation de cette entreprise criminelle. Dans les cas sous examen, à ce qui concerne la Rabobank, au regard des éléments du dossier à notre possession, la prévenue Porsche a recruté Madame Kapi. Parce qu'elle vous a dit qu'elle ne connaissait pas Kinshasa. Donc elle devrait recruter quelqu'un qui connaît l'emplacement géographique et matériel de la ville de Kinshasa. Et notamment, précisément, de l'agence Rabobank. Elle recrute Madame Kapi. Madame Kapi lui montre les magasins où on vend l'arme factice. Madame Kapi l'y amène. Et ils achètent. Ils retournent à leur lieu de résidence, le temps que l'heure vienne pour opérer. Comme cela ne devrait pas suffire, et qu'il y avait également un besoin d'avoir un moyen de déplacement, le plus rapide qu'il soit. Elle a regardé, elle dit, le véhicule à Kinshasa, non. Je serai pris dans les embouteillages
et je passerai le temps de la réalisation de mon entreprise criminelle. Elle choisit avec précision les moyens qui est le plus rapide. Elle recrute un taximène qu'on appelle communément un motard. Et les motards s'associent. Ils conviennent du rendez-vous et de l'heure à laquelle le motard viendra lui prendre et du lieu où il devrait réaliser son entreprise criminelle, en disant au motard: vous allez m'attendre une fois la forfaiture réalisée. Nous allons prendre la poudre d'escampette parce que c'est le seul moyen assurant pour y parvenir. Et effectivement, les motards arrivent, ils les transportent, ils vont à la Raobank, il opère, il achève son entreprise criminelle. Mais seulement qu'il y a eu des incidents qui se sont érigés en obstacle pour qu'il puisse regagner sa résidence. Les motards à l'extérieur attendant que son co-associé revienne et qu'il parte. Et ayant pris connaissance du mouvement anormal, les motards va prendre fuite et il laissa la prévenue entre les mains des services de sécurité. Partant de tous ces éléments, monsieur le président, monsieur les membres de la composition, monsieur l'organe de la loi, il est allié que votre tribunal décéant dira également, comme pour les précédentes infractions, établi en fait comme en droit l'association de malfaiteurs. Revenons-en, monsieur le président. Quid de l'action civile, de la Raobank? La disposition, les dispositions qui vous dont le tir vous sera faite au moment venu par les distingués confrères lorsqu'ils seront à la phase offensive, défensive plutôt, vous en connaîtrez. Mais je vous en donne l'esprit. Il est admis que lorsqu'une juridiction de l'ordre militaire est saisie d'une infraction, la partie lésée de ces faits infractionnels peut se constituer partie civile en faisant une déclaration soit au greffe, soit séance tenante. Dans le cas sous examen, monsieur le président, la partie Raobank s'est conformée à cette exigence légale lorsqu'elle a fait acter sa décision par des avocats porteurs de procuration spéciale dûment leur donnée à cette fin par les organes habilités. À cet effet, monsieur le président, la Raobank considère que les faits pour lesquels vous êtes saisi lui ont fait grief, lui ont causé préjudice. Et par conséquent, elle vous saisit d'une action civile par l'entremise de l'action publique du ministère public. Elle vous saisit pour vous faire valoir les préjudices qu'elle a subis du fait du comportement peu recommandable de la prévenue Porsche
et de chez Capi et Benjamin. En ce qui concerne les préjudices, la Rabobank a subi un préjudice financier découlant des faits infractionnels mis à charge de la prévenue Porsche et de ses complices Benjamin et Capi. Les préjudices financiers, Monsieur le Président, est matérialisé par le fait que la prévenue Porsche a dépossédé la Rabobank d'une somme de 10 500 $ américains et 28 000 millions de francs congolais, tel qu'attesté dans l'acte d'accusation du ministère public, dans les différentes dépositions qui ont été faites ici et par les actes de preuve matérielle des droits que la Rabobank produira tout au long de ces débats. Du fait d'avoir dépossédé la Rabobank de ces montants, il y a là, Monsieur le Président, de manière incontestable, un préjudice financier. En sus de ces préjudices financiers, nous avions suivi le préjudice commercial. La Rabobank étant une personne morale commerçante qui n'est vue que par les lucres et les bénéfices. Dans ces préjudices commerciaux, Monsieur le Président, vous allez trouver les manques à gagner. Les manques à gagner qui découlent de la fermeture pendant 10 jours de l'agence Rabobank, laquelle fermeture a été occasionnée par les faits dont vous êtes appelés à statuer. Parce que, Monsieur le Président, ni t'était ces faits, ni t'était ces faits, l'agence de la Rabobank n'aurait pas dû être fermée. Il y a là, en droit, un lien de causalité entre les dommages, entre les faits dommageables qui ne sont autres que les préventions pour lesquelles vous êtes en train de statuer, commises par la prévenue Porsche, ici présente. Ces faits dommageables ont entraîné un préjudice, Monsieur le Président, qui demeure également qu'un préjudice financier, mais cette fois-ci découlant des manques à gagner. La Rabobank, chaque jour, dans son objet social, c'est une personne chargée de faire des transactions financières, de conclure le marché des fournitures, de nous prêter, nous, ses clients, et vous, éventuellement, si vous l'êtes, et vous le serez peut-être. Des prêts à crédit. Lesquels prêts à crédit? Ou si vous en voulez mis à un mot simple, toutes ces opérations commerciales, c'est au travers de ces opérations commerciales qu'elles réalisent les bénéfices. Qu'elles réalisent la rentabilité des différents produits qu'elles proposent auprès de ces consommateurs, quels sont notamment ses clients. Mais la Rabobank, pendant 10 jours, et du fait de la dame Porsche, s'est vue privée de ses activités quotidiennes pendant 10 jours, et l'exposant ainsi à un manque à gagner journalier, évalué à 50 000 $ américains, multiplié par 10 jours d'interruption de ses activités, qui nous amènerait à la somme provisoirement, parce que les préjudices sont assez colossaux que nous continuons à les évaluer. Ces préjudices commerciaux découlant du manque à gagner de ces activités, des profits et bénéfices, est actuellement évalué provisoirement
à 500 000 $ américains, fractionné à 50 000 $ par jour de fermeture ou d'interruption, multiplié fois 10 jours sous-indiqués. En plus de ces préjudices commerciaux, Monsieur le Président, il y a eu également les préjudices découlant des faits collatéraux. Lesquels faits collatéraux ont pour ancêtre légendaire les faits infractionnels posés par la prévenue Porsche et ses concerts préqualifiés. Parce que n'eût été les faits de prévenue Porsche, la Rabobank ne se verrait jamais sa caisse être envahie par des personnes actuellement non nettement identifiées, mais ayant profité des troubles faits générés par les faits infractionnels commis par la dame Porsche. Et que par ces effets collatéraux, comme l'attestent les images que vous avez eu égard, vous avez vu les personnes qui ont été calfeutrées dans des bureaux, dans des salles noires, remplies de poches d'argent. Lesquelles sommes d'argent a été souturée de manière désordonnée et paix alléchante à la Rabobank. Ces montants découlant les préjudices découlant des effets collatéraux des faits de prévenus est également estimé à 50 000 $ américains, Monsieur le Président. Ces préjudices cumulés dans leur essence et entraînant d'autres préjudices moraux, s'agissant cette fois-ci de ces préjudices moraux. L'île ignore que la Rabobank, personne morale, commerçante, a vu du fait de Madame Porsche son image être ternie, sa réputation être très ternie, son prestige commercial être dévalorisé. Parce que, Monsieur le Président, dans l'entendement des communs des mortels, toute personne qui passera aujourd'hui, hier, demain et les jours à venir, lorsqu'il aura regardé l'agence Rabobank, la première idée qui lui viendra dans la tête, on avait braqué cette banque ici. Lorsque vous, le tribunal, le pris en votre personne physique, vous seriez un jour appelé par occasion à y passer, vous aurez la première lecture psychologique. J'ai fait une audience foraine ici à la banque à cause du braquage commis ou opéré par la dame Porsche. Voilà l'étendue du préjudice moral par rapport à l'image, par rapport au crédit, par rapport au prestige de la banque. Toutes ces images, tout ceci a été altéré dans leur valeur saine. En droit commercial, Monsieur le Président, la réputation, la confiance, les prestiges font partie intégrante de ce que nous appelons les fonds de commerce. Les fonds de commerce étant un patrimoine d'une personne morale. L'un des éléments des fonds de commerce, tel que passé en revue tout à l'heure, ont été déshonorés. Et ceci a créé un préjudice
morale incommensurable à la Rabobank. En conséquence, Monsieur le Président, pour toutes les raisons des droits qui venaient de vous être observés, nous osons croire et nous l'espérons que vous direz l'action de la Rabobank recevable et amplement fondée. Sur ce, Monsieur le Président, nous disposons en ces termes. Qu'il plaise, Monsieur le Président, à votre tribunal des séances, de s'entendre dire recevable et amplement fondée l'action publique mise par le ministère public. De s'entendre dire établi en fait comme endroit les préventions de terrorisme, des vols à main armée, d'associations de malfaiteurs et de pouvoir appliquer la peine prévue par les dispositions légales à la matière. S'entendre dire l'action civile de la partie Rabobank recevable et amplement fondée. S'entendre en conséquence condamner la prévenue Porsche ainsi que le prévenu Capi et Benjamin Insoludum au paiement en faveur de la Rabobank d'une somme de l'équivalent en francs congolais de 5 millions de dollars américains. Faisant comme l'a postulé la Rabobank, vous feriez justice, nous disons. Le tribunal prend acte de votre conclusion et promet d'en tenir compte au moment de délibérer. Je vous rappelle également l'obligation de déposer vos notes pour nous permettre de mieux motiver notre décision. La parole est accordée à la deuxième partie civile. Restez professionnels. Accrochez-vous à ce qui est utile pour votre client. Au lieu de revenir sur le rôle du ministère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Auguste membre de la composition, Messieurs l'organe de la loi, organe poursuivant, Messieurs les greffiers, souvent oubliés alors que faisant partie de la composition. Monsieur le Président, nous tenons à vous remercier pour la parole nous accordée. Au fait, tout débute en date du 12 octobre de l'année en cours, où la partie civile Bijou Bidor, exploitant dans les domaines de maisons en location ou sinon des appartements, va tout bonnement recevoir Madame Porchen comme client dans son appartement. Loin d'elle, tout esprit ou sinon intention de savoir que Madame avait une mission très bien précise à mener ici en République démocratique du Congo. Comme l'a été démontré ou sinon répondu à une des questions du tribunal,
Madame a payé pour 4 jours. Nous sommes le dimanche. Elle paye jusqu'au jeudi à midi, comme c'est prévu. Alors que madame avait une mission bien précise, comme nous venons de le dire, sachant très bien que le même jeudi, elle allait opérer et repartir. Nous serons surpris, Monsieur le Président, vers 9 h du matin du 16, alors que madame était sortie de l'hôtel vers 6 h, ne sachant où elle était partie, parce que au-delà de tout, nous n'étions pas mis là comme une police à contrôler ses entrées et sorties. Et une surprise désagréable va nous être parvenue vers 9 h, où nous verrons dans des réseaux sociaux l'image de madame affichée au motif qu'elle aurait braqué ou sinon opéré un braquage au niveau de la banque. Quelques minutes qui vont suivre, Monsieur le Président, nous allons subir une pénétration impossible de plusieurs services de sécurité de la République démocratique du Congo qui vont surgir dans l'hôtel, chacun à son tour et chacun avec ses attitudes. Monsieur le Président, c'était tellement terrible. Où nous verrons même la porte de clôture être saccagée. Tout nous avions subi, Monsieur le Président. Heureusement, toujours par des réseaux sociaux, on a appris que madame avait été appréhendée, acheminée au niveau des services de sécurité où elle était auditionnée. Et cela ne s'était pas limité là-bas, Monsieur le Président. Même les jours qui suivaient, nous vous disons qu'il y avait toujours des services qui ne cessaient de faire les tours. Que bien après, si jamais ma mémoire me trahissait, une semaine après, que serait les derniers tours du parquet de grande instance de Kalamou qui viendra, qui en dépit du scellage fait par les services de sécurité sous d'autres appellations, le scellage de la chambre, mais néanmoins le parquet de Kalamou va devoir cette fois-là sceller tout l'hôtel et va faire sortir tous les occupants, dont certains avaient même abandonné leurs médicaments, tout et tout. Qu'après que nous ayons appris comment l'affaire est fixée par devers votre auguste tribunal, que la partie Bijou Bidor a jugé bon de venir enrôler son action civile à l'action principale du ministère, que pendant l'instruction de la présente cause, Monsieur le Président, il a été démontré que madame la prévenue était poursuivie pour un bon nombre des infractions mises à sa charge. Toujours pendant l'instruction, éloquente qu'elle était, Monsieur le Président, tout a été démontré. Voilà, Monsieur le Président, en un mot, ce que nous pouvons
résumé en termes de faits. Revenons-en en droit, Monsieur le Président. Lors de l'instruction de la présente cause, toutes les questions posées par la partie civile à la partie prévenue, j'en pense bien que le greffier en a pris soin d'en noter fidèlement. À la question, ou sinon aux questions posées à Madame la prévenue, s'agissant du sort réservé à l'hôtel qu'elle occupait, je pense Madame avait bel et bien reconnu avec lucidité que l'hôtel était fermé. Et à la question lui posée, quant à l'origine ou sinon à la base qui a provoqué que l'hôtel soit scellé ou sinon sa chambre soit scellée, elle a reconnu que c'était sur le fait de ses actes. Que de manière miraculeuse ou sinon par miracle judiciaire, pendant le déroulement de l'instruction de la présente cause, va surgir, j'aime beaucoup emprunter les mots de l'un des plaideurs, de l'autre côté, un bon nombre de paperasses considérées comme lettres d'amour écrites par les enseignants à la partie prévenue. Comme quoi la prévenue serait souffrante mentalement. C'est juste une question, Monsieur le Président, qui nous ramène à un examen juridique. Parce que tous nous sommes sans ignorer que nous sommes devant un juge pénal, nous sommes devant une juridiction, nous sommes devant un juge pénal et nous sommes devant une juridiction de droit écrit, Monsieur le Président. Et la lettre en question, que nous considérons comme lettre d'amour du renseignant qui était passé, adressée à Madame la prévenue, nous a laissé attendre que c'était un rapport médical où l'on avait, de manière miraculeuse, constaté que Madame souffrait mentalement. Ça, c'était la conclusion du rapport. Et quant à l'examen du droit, les plaideurs de l'autre côté de la barre l'ont rattaché aux causes de non-imputabilité qui de reste prévues par le droit pénal général, qui du reste est un droit sanctionnateur. Que Monsieur le Président, quant à nous, la partie civile Bijou Bido, nous sommes censés ramener cet examen en droit approfondi, de manière à en savoir plus ce que c'est ou ce que sont les causes de non-imputabilité. Partant, Monsieur le Président, nous allons de manière schématique analyser les 10 rapports, dont nous allons soumettre à 2 volets. Le premier volet concernera la partie d'ordre procédural, ou sinon la partie de la forme. Et le deuxième volet viendra pour ramasser la partie liée au fond. Que s'agissant à la partie liée à la forme, nul n'est sans ignorer, tout juriste au moyen connaît, que
les prérogatives liées à l'instruction préjuridictionnelle ou sinon en l'instruction par devant les tribunaux tire son ressource dans des instruments juridiques, notamment le Code de procédure pénale. Pour les cas sous examen, la question liée à la forme sur la teneur ou sinon pour parler de la recevabilité de ces rapports nous ramène préalablement aux articles 48 et 49 du Code de procédure pénale ordinaire, qui sans doute reconnaît le prérogative au seul organe instructeur selon les cas, c'est soit le ministère public, soit l'OPJ verbalisant de manière générale, à constater et à recommander que pour les cas sous examen, lors de la comparution des renseignants, je pense, les tribunaux, après un petit débat, nous a quand même autorisé de faire poser des petites questions aux renseignants. Et parmi les questions, la première était celle de savoir de qui il a été requis. Et derrière cette question, ou sinon cette réponse, c'est caché la soutenance des séjours pour savoir ou sinon jauger la recevabilité sur le plan juridique de cet acte ou sinon de ces documents. Monsieur le Président, en réponse, les renseignants nous dira qu'il a été requis par un de ses amis, médecin, et qu'après l'avoir été, il arriva au niveau du lieu où madame était en train d'être auditionnée. Ils vont rencontrer du reste un autre OPJ, selon la partie de la défense, qui était le général. Et la question de droit qui se pose, Monsieur le Président, au regard de la pertinence de cet article, est-ce la loi donne-t-elle le pouvoir ou sinon la possibilité à tous ces impétrants, je pèse bien mes mots, à tous ces impétrants de requérir pour reconnaître l'état de santé de la personne qui comparaît par devers eux? À la réponse, non. Nulle part il a été renseigné que madame a été auditionnée par le général, moins encore par le médecin qui est ami du destinataire du document par devers votre auguste tribunal. Monsieur le Président, sur votre autorisation, nous lisons quand même la disposition légale. Nous sommes à l'article 48 du Code de procédure pénale congolais. Toute personne qui en est légalement requise par un officier du ministère public ou par un juge est tenu de prêter son ministère comme interprète, traducteur, expert ou médecin. Pour les cas sous examen, Monsieur le Président, où se cache l'intelligence du législateur dans cet acte, sachant bel et bien que la seule personne habilitée à requérir, c'est l'interlocuteur valable qui est en train d'auditionner. C'est lui qui a le pouvoir de constater l'état mental de la personne qui l'auditionne au fin de recourir au service d'experts. En d'autres termes, Monsieur le Président, il va constater un certain flou, une certaine incohérence par rapport aux questions et aux réponses. C'est alors qu'il va se décider sur la question liée
à recourir à un expert. Ça ne se fait pas de manière hasardeuse ou miraculeuse, Monsieur le Président. Et tout ce monde-là, ça c'est une question de droit que nous nous posons, qui ne nécessite pas nécessairement une réponse. Tout ce monde-là, qui ont requis les renseignements, était-il devant les prévenus, devant la prévenue? A-t-il, ce monde je parle bien, entendu les dires du prévenu et qu'ils ont constaté certaines incohérences qui pouvaient entraîner l'officier du ministère public ou sinon l'OPJ verbalisant à les renvoyer devant un médecin? Monsieur le Président, la réponse, elle est non. Que s'agissant de cette illégalité ou sinon irrégularité, ensemble avec le ministère public ou sinon avec le tribunal, vous allez tout simplement constater que c'était une fraude qui n'a pas un autre nom, juste avec possibilité ou sinon esprit de faire soustraire la prévenue de la sanction judiciaire qui l'entend. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, en ce qui concerne le premier volet, ce document ne peut qu'être jugé irrécevable au motif qu'il n'a pas suivi le roulement normal de la procédure. Rentrons maintenant à la question liée aux causes de non-imputabilité. Monsieur le Président, parmi les causes de non-imputabilité, il ne suffit pas tout simplement d'en faire publicité, mais néanmoins, lorsque la loi dispose et qu'il y ait certaines ou certains vides, nous recourons droit aux autres sources de droit, dont les jurisprudences, donc, et puis la doctrine. Que pour les cas sous examen, recourons à la doctrine, ouvrage de droit pénal général et zaïrois du professeur Nyabirungu, à la page 240. Cet éminent professeur nous dit ce qui suit: qu'il y ait des conditions pour parler des causes de non-imputabilité. Préalablement, nous avons la démence, la contrainte irrésistible, l'erreur invincible et la minorité d'âge. D'ailleurs, pour la 4e assertion, il y a déjà une loi spéciale qui est déjà en vigueur. Restons aux 3 assertions. Et de l'autre côté de la barre, avait choisi par tirage au sort la partie de la démence sans en connaître les conséquences ou sinon les méandres. Mais néanmoins, une promesse avait été faite par une des parties civiles ici que les pénalistes seront là pour éclairer. Et j'en reviens encore au propos du ministère public, qui sans doute revenait toujours à rappeler aux parties prévenues que ce jour-là, ce n'est pas moi qui parlerai, mais à ma place, ce sont des éminents professeurs et des pénalistes qui parleront dont moi. Loin de moi l'intention de faire mienne tous ces dires, mais néanmoins, Monsieur le Président, s'agissant de la démence, il y a quand même certaines conditionnalités prévues par la doctrine qui viennent compléter la loi qui n'a pas été si éloquente par rapport à cette question. Ici, la doctrine dit que pour retenir la démence,
elle doit être contemporaine à l'acte incriminé. Et le deuxième point, Monsieur le Président, il est dit que la démence doit être totale. Monsieur le Président, j'en reviens rapidement au deuxième point sur la démence totale. Loin de moi l'intention de prendre le public en témoin, ou sinon même les caméramans qui du reste n'ont pas une formation juridique. Mais néanmoins, Monsieur le Président, tout celui qui a suivi ces procès, tout celui qui a été présent dans ces procès, personne ne nous dira que Madame la prévenue est démente du fait de la manière dont elle répondait à des questions. Et c'est là que je donne même raison au ministère public qui l'a auditionné lors de l'instruction inquisitoriale. Il n'y a eu aucun acte démontrant l'incohérence. Et voilà pourquoi, Monsieur le Président, ici j'en viens à jeter même des fleurs à l'OPJ verbalisant qui n'ayant pas constaté des incohérences, qui ayant constaté cette lucidité, a préféré ne pas soumettre le prévenu ou sinon la prévenue à un quelconque examen. Et Monsieur le Président, j'en viens très rapidement. Lors de l'intervention de la prévenue elle-même, à la question lui posée par rapport à ce dont elle sentait sur son corps, elle vous dit non. L'on a fait appel à des experts simplement pour me consulter parce que j'ai été agressé violemment. Et Monsieur le Président, à toutes les questions posées à Madame la prévenue, vous allez comprendre qu'elle a fait montre d'une cohérence très cohérente. Permettez-moi même de la tautologie, Monsieur le Président. Est-ce de là, devons-nous parler de cette cause de non-imputabilité? Monsieur le Président, quant à conclure à cette question, vous allez tout simplement comprendre que ces documents-là ne prévaut d'autant plus que depuis son établissement jusque à son dépôt ou sinon à la manière dont il a été jugé dans les dossiers, il n'y a que de la fraude et de la fraude. Une question importante encore avait été posée à monsieur le renseignant. Par quel mécanisme a-t-il fait parvenir ces documents? Il vous dit non. Moi, j'avais remis à l'ONG. Et une autre question lui a été posée par une des parties civiles. Qui vous a payé? Vous avez vu même les lacunes dans lesquelles les renseignants s'étaient trouvés par devers vous. Que Monsieur le Président, au regard de tout ce dont nous venons de développer si haut, à ce qui concerne la cause de non-imputabilité, nulle part ailleurs, cette dame se retrouverait même à un seul point. Que partant, lorsque le ministère public prendra parole pour requérir, étant donné que le seul rempart qui lui restait, c'était l'exploitation tout simplement de ces paperasses. Et que ces paperasses viennent d'être détruits par des arguments costauds, juridico-judiciaires. Vous allez tout simplement les mettre de côté. Et lorsque le ministère public va requérir, vous allez considérer en totalité les réquisitoires du ministère public. Et la dame sera sérieusement condamnée pour empêcher à ce que ceux qui sont encore en train, jusqu'à présent, d'entreprendre ces entreprises, de mettre fin à cela. Parce que même à la cité, il y a
trop de chantage. Tantôt, cette lettre-là, le juge tiendra compte de ça et que la dame ne sera pas condamnée, elle sera acquittée au motif qu'elle est ceci, elle est cela. Monsieur le Président, je pense que votre œuvre donnera éclairage à tous ces chantages et mettra fin à tous ceux qui sont en train de s'entreprendre pour orchestrer d'autres entreprises criminelles comme l'a fait Madame le Prévenu. Par voie de conséquence, Monsieur le Président, vous allez dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus. La question la plus essentielle que la partie civile n'a cessé de faire des navettes par devers votre auguste tribunal vient maintenant de surgir. Le pourquoi et quels en est les soucis, ou sinon, quels seraient les rendements que la partie civile ait entendu ou ait vu la condamnation de Madame. Là, Monsieur le Président, nous allons très rapidement au siège de la matière, qui est l'article 258, qui dispose ce qui suit. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à les réparer. Ça, c'est la loi. Et la loi étant incomplète, recours fait à la doctrine. Cette fois-là, Monsieur le Président, nous sommes à l'ouvrage du feu professeur Kangolongo Bikayi, qui, je pense, à ces temps, sa tombe même est en train d'être gesticulée du fait que son nom vient d'être encore cité. Monsieur le Président, ici, il y a deux choses, il y a trois choses. Préalablement, pour parler d'une quelconque postulation au dommage, il faudrait réunir un certain bon nombre d'éléments. Notamment, l'existence d'un dommage, la preuve de la faute qui a engendré par le fait de son auteur et l'établissement d'un lien de causalité entre le dommage subi et la faute invoquée. Monsieur le Président, je commence par les derniers. Les liens de causalité. Je sais que c'est ça la question qui a été plus entendue par la partie prévenue. Et c'est le moment pour elle d'être fixée et d'entendre. Comme nous avions commencé au début, Madame va prendre son avion de l'Allemagne pour débarquer ici à Kinshasa. Et ayant parcouru toute la ville de Kinshasa, va porter son choix sur l'hôtel Bidor. Et de là, qu'elle va ériger en lieu de préparatifs de son action. En quoi est-ce que nous disons que cela a été constitué pour elle un lieu de préparatifs? C'est là où elle a érigé tous ces dispositifs. Notamment, Monsieur le Président, un bon nombre des objets déposés par devers votre auguste tribunal, qui a été découvert après perquisition des services de sécurité. Monsieur le Président, en dehors de ceci, je pense même dans des réseaux sociaux, nombre des internautes ont vu ce qui s'y trouvait
dans la chambre dans la chambre de l'hôtel Bidor qu'occupait Madame la prévenue. Partant, Monsieur le Président, vous allez très bien constater que ce sont ces actes préparatifs qui l'ont conduit à l'exécution de son forfait. Et Monsieur le Président, auguste membre de la composition, d'aucuns ignorent ici que lors même qu'elle a été arrêtée, la première des questions lui posées était que au Vandarawapi. Et à cette question, Madame va répondre non, na Vandara Notel Moroboye na Matonge et élément ou sinon adresse et un téléphone. Et que les services se sont servis de ces allégations pour venir perquisitionner notre hôtel. Et du fait de son acte, Monsieur le Président, nous avons pu vivre ou sinon constater la visite de plusieurs services que nous n'avons jamais connus depuis que nous existons. C'est du fait de ces actes que notre hôtel a été scellé par le parquet de grande instance de Kinshasa, Kalamu. C'est du fait de ces actes que jusqu'à ce jour, notre chambre demeure encore occupée par elle et que ces histoires s'y trouvent jusqu'à présent. Que s'agissant de l'existence du dommage, Monsieur le Président, qu'après vous avoir démontré les liens de causalité entre ce que nous cherchons et les actes par elle commis, vous allez bel et bien constater que nous avons réellement subi un préjudice. Et s'agissant de la faute qui a engendré les faits de l'auteur, la faute de son auteur, Monsieur le Président, n'eût été que Madame la prévenue avait occupé notre hôtel, nous ne serons pas ici. N'eût été que Madame la prévenue avait occupé notre hôtel, nous n'allions pas connaître la descente de tous les services de sécurité, nous n'allions pas connaître les scellages de notre entreprise, nous n'allions pas connaître tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Et à y ajouter, Monsieur le Président, pour solliciter même la restitution de tous ces biens-là, pour qu'elle soit contrainte à aller récupérer ces biens, voilà que nous étions censés, Monsieur le Président, devenir nous constituer partie civile par devers votre auguste tribunal. Et c'est parmi encore les préjudices qu'a subi la partie civile Bijou Bidor. Que s'agissant du dommage, Monsieur le Président, l'auteur continue pour dire que parmi les catégories des dommages irréparables se trouvent les dommages matériels, les dommages corporels et les dommages moraux. Que pour notre cas, commençons préalablement par rapport aux dommages matériels. Que dit l'auteur? Que s'agissant des dommages matériels, parce qu'ils sont plusieurs, il s'agit de toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime. On peut citer à titre d'exemple la destruction, la dégradation des habits, la maison du bétail, le meuble de marchandises de la victime et en deuxième lieu, l'atteinte à sa clientèle. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes passées, nous avions suivi la première partie civile qui a développé la question du dommage.
a repris la question liée à l'image, la question liée à la réputation et la question liée même à ce que disent les communs de mortels. Monsieur le Président, cet hôtel a été construit pas pour être seulement occupé par la propriétaire, mais plutôt par les passagers, notamment la partie prévenue. Et aujourd'hui, l'image de l'hôtel est tellement ternie jusqu'à tel point que vous n'allez pas comprendre. Aujourd'hui, Monsieur le Président, même pour occuper notre hôtel, il y a des certaines qui font même des chantages que hôtel wana ba lojaka bato bakisi. Je dis ce qui se dit dehors. Hôtel wana ba lojaka bato ya bakisi. Et avec tout ce qui a été publié dans des réseaux sociaux, Monsieur le Président, on peut prétendre peut-être dire qu'ils ne sont pas responsables de la publication, mais néanmoins, ils sont responsables de ce qui se contenait là-dessus. C'est parce qu'ils ont commis ces forfaits que tous leurs effets ont été publiés, Monsieur le Président. Moi, là, depuis que je suis né, ma chambre n'a jamais été publiée. Ma maison d'habitation n'a jamais été publiée, Monsieur le Président. Mais parce qu'elle avait commis ces forfaits, que notre hôtel a été publié comme étant un hôtel qui regorge en son sein les biens de plusieurs exploitants des secteurs, Monsieur le Président. Notre image est ternie de la manière dont vous n'allez pas comprendre. Et là, j'en rejoins directement l'auteur qui nous parle de l'atteinte à sa clientèle. Monsieur le Président, ces actes ont fait à ce que nous puissions remettre l'argent de certaines personnes qui devraient occuper notre hôtel tout simplement au motif que hôtel wana ezana batu ya bakisi. Que Monsieur le Président, au regard de ça, vous allez tout simplement comprendre avec nous ensemble, avec même l'idée de l'auteur qui est le professeur Kaolo Mombikai, que notre image est ternie au regard des actes posés par Madame le Prévenu. Que par ces motifs, Monsieur le Président, sous toute réserve généralement quelconque, plaise au tribunal d'essayant, lorsque vous allez vous retirer dans les secrets de votre délibéré, de dire établi en fait comme en droit les infractions mises à charge des prévenus. Par voie de conséquence, vous allez les condamner aux peines maximales prévues par la loi. Vous direz également recevable et totalement fondée l'action civile ou sinon la constitution de l'action civile faite par Madame Bijou Bidor, propriétaire de l'hôtel Bidor. Vous allez ordonner la levée des mesures de scellage faites par les services de sécurité pour raison d'enquête qui du reste continue jusqu'à ce jour et que le dossier a été transmis à l'auditeur qui l'a fixé par devers vous. Vous ordonnerez la levée de mesures, oui, de scellage de la chambre et qu'occupe jusqu'à ce jour Madame Honorine. Vous ordonnerez à la prévenue de sortir tous ces effets contenant dans notre chambre, moyennant le paiement des loyers échus de l'ordre de $30 par jour multiplié par 32 jours occupés par elle, sous réserve des jours qui vont encourir en entendant le prononcé du jugement ou sinon de l'exécution de la décision qui sera rendue. Vous la condamnerez également au paiement des dommages et intérêts
de l'ordre de 10 000 $ américains payables en monnaie et en cours légal en République démocratique du Congo pour les préjudices subis. Nous avons dit et promettent d'en revenir au cas où notre plaidoirie serait énervée par la plaidoirie de l'autre côté. Nous avons dit. Merci. Et promettons de déposer nos notes dans les délais consensuels. Merci. Le tribunal prend acte de votre conclusion et promet d'en tenir compte au moment de délibérer. La parole est accordée au ministère public pour ces réquisitions.